Chapitre 1, le retour du soldat. Warner Grimm avait bâti sa vie sur 3 piliers, le devoir, la loyauté et la précision. 20 ans dans les opérations spéciales avaient gravé ces principes dans sa chair. À 42 ans, son visage buriné portait la carte d'innombrables missions en territoires hostiles, mais son regard gris acier restait aussi perçant que le jour où il avait enfilé l'uniforme. Warner rencontra Shannon Branch lors d'une brève permission à San Diego. Elle était alors étudiante en soins infirmiers, cheveux blonds et sourires éclatants, travaillant de nuit dans un restaurant pour payer ses études. Leur relation fut un tourbillon de week-ends volés entre 2 déploiements. Shannon disait apprécier son dévouement, son inébranlable sens moral. Elle promit de patienter pendant les longues séparations qu'impliquait sa profession. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime à Camp Pendleton. Shannon portait la robe de sa grand-mère et Warner se tenait droit dans sa tenue de cérémonie. Leur fils Tad naquit 2 ans plus tard, parfait mélange de la détermination de Warner et de la vivacité d'esprit de Shannon. Pendant 8 ans, ils ont bâti ce que Warner croyait être des fondations inébranlables. Les fissures ont commencé à apparaître lors du déploiement prolongé de Warner en Afghanistan. Les lettres de Shannon sont devenues plus courtes et moins fréquentes. Les appels téléphoniques sont devenus tendus, remplis de silences gênants. À son retour après 18 mois à l'étranger, Warner a trouvé une maison qui semblait vide malgré les mêmes meubles et les mêmes tableaux au mur. Shannon s'était distante, affirmant que le stress de la monoparentalité l'avait changée. Elle parlait de se sentir piégée, de rêves différés. Warner, habitué à lire entre les lignes dans les services de renseignement ennemis, a commencé à remarquer les petites incohérences dans ses récits. Les gardes de nuit d'infirmières qui ne correspondaient pas aux horaires de l'hôpital, a-t-il discrètement vérifié. Les nouveaux bijoux, a-t-elle affirmé, étaient un cadeau de sa sœur. La façon dont elle tressaillait lorsqu'il la touchait à l'improviste. Mais Warner était un homme qui croyait qu'il fallait réparer ce qui était brisé plutôt que l'abandonner. Il a demandé des affectations aux États-Unis, a pris des congés anticipés dès que possible et a essayé de reconstruire le lien qui les unissait autrefois. Il organisait des voyages de camping en famille, aidait Tad dans ses projets scolaires et tentait de courtiser à nouveau sa propre femme. Ce n'était pas suffisant. Shannon avait déjà commencé à quitter leur mariage, même si elle gardait l'illusion par manque de pratique. Elle demanda le divorce un mardi matin, alors que Warner menait des exercices d'entraînement à Quantico. Les documents faisaient état de différends irréconciliables, mais Warner savait que l'histoire était plus complexe. La vérité éclata lors de la procédure de garde. Eugène Swanson, un entrepreneur prospère spécialisé dans les projets de construction gouvernementaux, était le compagnon de Shannon depuis plus de 2 ans. La chronologie frappa Warner comme un coup dur. Leur liaison avait débuté alors qu'il risquait sa vie en territoire hostile, confiant que sa famille était en sécurité et fidèle au pays. Eugène était tout ce que Warner n'était pas, beau parleur, à l'aise financièrement et en poste permanent dans le civil. Il conduisait des voitures de luxe, possédait une vaste maison en banlieue et promettait à Shannon la stabilité et la présence que la carrière militaire de Warner ne pouvait lui offrir. Le divorce fut rapide et sans appel. Shannon reçut la maison, la garde principale de Tad et une part substantielle des économies militaires de Warner. Warner eut droit à des visites le week-end et à 2 semaines pendant les vacances scolaires. Il observa la confusion et la douleur de son fils pendant les procédures. Il vit comment le garçon s'efforçait d'être fort pour ses 2 parents tandis que son monde s'écroulait autour de lui. Warner emménagea dans un appartement spartiate près de la base. Ses murs stériles contrastaient fortement avec le foyer chaleureux qu'il avait perdu. Il se consacra à son travail avec une intensité renouvelée, acceptant les missions les plus dangereuses, poussant son corps et son esprit à leurs limites. Ses supérieurs remarquèrent ses performances exceptionnelles, mais ses amis les plus proches s'inquiétèrent de la froide efficacité qui avait remplacé son ancien équilibre. Lors de leur brève rencontre, Tad racontait à Warner les tentatives d'Eugène pour le séduire par des cadeaux coûteux et des sorties raffinées. Le garçon était poli mais distant, luttant visiblement pour gérer les émotions complexes liées à la séparation de ses parents. Warner rassura son fils en lui disant que rien de tout cela n'était de sa faute, que l'amour ne prenait pas fin simplement parce que les adultes faisaient de mauvais choix. Ce que Warner omettait de dire à Tad, c'est qu'il avait commencé à constituer un dossier détaillé sur Eugène Swanson. Les vieilles habitudes en matière de renseignement avaient la vie dure, et l'accès de Warner au réseau d'information rendait la tâche presque facile. Il en apprenait davantage sur les pratiques commerciales d'Eugène, ses avoirs financiers, ses relations personnelles et son passé. Chaque détail était catalogué et recoupé, non par malveillance immédiate, mais par l'instinct du soldat qui cherche à connaître son ennemi.
Le coup de grâce survint lorsque Shannon et Eugène se marièrent lors d'une cérémonie fastueuse, 8 mois seulement après le prononcé du divorce. Warner n'était pas invité, bien sûr, mais Tad fit un récit détaillé de l'événement lors de leur week-end suivant. Le garçon semblait sincèrement heureux du bonheur de sa mère, affichant une maturité qui impressionna et attrista Warner à la fois. En écoutant son fils décrire le mariage, il fit une promesse tacite, il reconstruirait sa relation avec Tad, préserverait sa dignité tout au long de cette transition et trouverait un moyen d'aller de l'avant. Il croyait, avec l'optimisme naïf d'un homme habitué à résoudre les problèmes par l'action directe, que le temps guérirait ses blessures et que la vie finirait par reprendre un cours normal. Il n'avait aucun moyen de savoir que sa véritable guerre ne faisait que commencer. Chapitre 2. La nouvelle famille. Eugène Swanson avait perfectionné l'art du charme calculé au cours de ses 45 ans. Issu d'une famille de la classe moyenne de l'Ohio, il apprit très tôt que le succès ne résultait pas seulement du travail acharné, mais aussi de la compréhension du désir d'autrui et de sa capacité à le transmettre avec une confiance inébranlable. Son entreprise de construction et de sous-traitance avait prospéré grâce à l'obtention de contrats gouvernementaux, un secteur où les relations comptaient plus que les appels d'offres. Lorsque Eugène me blessait, Warner a mis sa main sur l'épaule de son fils, il aurait été fier de vous et de la compasse morale. La justification des victimes d'Eugène et de la tenue de Shannon sont responsables de sa complicité. Orchestrée. Confiant dans sa capacité à protéger Tad contre toute tentative de manipulation émotionnelle ou de réconciliation qui n'était pas dans l'intérêt supérieur du garçon. Le bien-être de son fils est resté la plus haute priorité, remplace toute autre considération, y compris l'harmonie familiale ou les attentes sociales. Alors que Warner regardait vers l'avenir, il a vu un jeune homme qui poursuivrait les leçons de loyauté, d'intégrité et de force protectrice qui avaient défini leur famille depuis des générations. Tad ferait face à des défis normaux des adolescents, poursuivrait ses études et ses intérêts, et finirait par construire sa propre famille en fonction des valeurs qu'il avait apprises à la fois par exemple positifs et contrastes négatifs. La guerre était terminée. La mission était terminée. Le père et le fils pouvaient désormais se concentrer sur la construction d'une vie digne des sacrifices faits pour réaliser leur liberté et leur sécurité. Warner Grimm avait recueilli sa dette dans le sang et le compte a été réglé en permanence. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Rencontra Shannon pour la première fois lors d'une réception caritative pour les familles d'anciens combattants, il vit plus qu'une jolie femme prisonnière d'un mariage difficile. Il vit l'occasion d'acquérir quelque chose qui appartenait à un homme qu'il considérait instinctivement comme un rival. Shannon représentait le prix ultime, l'épouse d'un soldat décoré, une femme dont la loyauté se gagnait plutôt qu'elle ne s'achetait. La cour qu'Eugène fit à Shannon fut un chef-d'œuvre de manipulation. Il se présentait comme l'antithèse de son mari absent. Disponible émotionnellement, financièrement stable et entièrement dévoué à son bonheur. Il écoutait ses plaintes concernant les longs déploiements de Warner, ses craintes face à la vie militaire et ses rêves d'une existence plus conventionnelle. Puis, il proposait systématiquement des solutions à chaque problème qu'elle lui présentait. Leur liaison avait commencé de manière assez anodine. Les cafés-rencontres pour discuter d'amis communs se transformaient en déjeuner où Eugène offrait à Shannon une oreille attentive. Il était patient, n'insistait jamais trop, se positionnant toujours comme un ami désireux d'aider. Lorsque Shannon a finalement franchi la ligne, elle a cru que c'était sa propre décision. Ignorant le soin avec lequel Eugène avait orchestré chaque étape de son parcours émotionnel, son approche envers Tad était tout aussi calculée. Il comprenait que gagner l'acceptation du garçon était crucial pour consolider sa relation avec Shannon. Il s'est renseigné sur les centres d'intérêt de Tad, lui a offert des cadeaux coûteux et s'est présenté comme une alternative amusante au père sévère et souvent absent du garçon. Eugène emmenait Tad au match de baseball, lui apprit à conduire des voiturettes de golf au country club et le régalait de récits de chantiers et d'aventures professionnelles. Mais la patience d'Eugène avait des limites, surtout face à la loyauté évidente de Tad envers Warner. Le garçon était poli mais réservé, acceptant la générosité d'Eugène tout en gardant une distance émotionnelle qui frustrait son beau-père. Eugène commença à considérer la résistance de Tad comme un défi personnel, un problème qui exigeait une solution plus directe. La période des jeunes mariés fut un spectacle soigneusement orchestré pour Shannon. Eugène engagea un décorateur pour transformer sa maison en un foyer familial chaleureux, avec des photos de famille et les œuvres de Tad bien en évidence sur le réfrigérateur. Il assistait aux réceptions scolaires, entraînait une équipe de petite ligue et jouait le rôle d'un beau-père dévoué avec un enthousiasme convaincant. Shannon appréciait l'attention et la stabilité qu'Eugène lui procurait. Après des années passées seule à gérer les crises familiales pendant le déploiement de Warner,
elle savourait la présence constante d'un partenaire. La réussite commerciale d'Eugène lui permit de réduire ses heures d'infirmière et de se concentrer sur le bonheur familial dont elle avait toujours rêvé. La façade commença à se fissurer au cours du 3e mois de leur mariage. La véritable personnalité d'Eugène apparut peu à peu, comme une photographie se développant dans une chambre noire. Son charme avait toujours été un outil plutôt qu'un trait de caractère authentique, et le maintenir exigeait une énergie qu'il n'était pas prêt à dépenser indéfiniment. Le premier incident eut lieu lors d'un dîner de famille, lorsque Tad évoqua un prochain voyage camping père-fils prévu par Warner. La mâchoire d'Eugène se serra imperceptiblement, mais sa voix resta posée lorsqu'il suggéra qu'ils devraient peut-être plutôt organiser leurs propres activités familiales. Lorsque Tad expliqua poliment qu'il s'était déjà engagé à partir avec son père, le sourire d'Eugène se crispa. « Tu sais, Tad, » dit Eugène en coupant son steak avec plus de force que nécessaire. « Je me disais qu'il serait peut-être temps que tu m'appelles papa. Nous sommes une famille maintenant et cela signifierait beaucoup pour ta mère. » Tad jeta un coup d'œil à Shannon, soudain très intéressé par sa purée. « J'ai déjà un père, » répondit Tad d'une voix calme mais ferme. La fourchette d'Eugène claqua dans son assiette. « Ton père n'est pas là, fiston. C'est moi qui m'occupe de toi et de ta mère maintenant. Je crois que j'ai gagné un peu de respect. » La tension était palpable dans la pièce. Shannon intervint rapidement, changeant de sujet et désamorçant le conflit, mais le mal était fait. Eugène avait révélé la nature possessive qui se cachait sous son apparence policée, et Tad avait fixé une limite qu'il ne voulait pas franchir. Au cours des semaines suivantes, les exigences d'Eugène devinrent plus fréquentes et moins subtiles. Il remettait en question les appels téléphoniques de Tad à Warner, critiquait l'enthousiasme du garçon pour les activités qu'il partageait et commençait à instaurer des règles familiales qui semblaient destinées à effacer l'influence de Warner de leur quotidien. Shannon se retrouva tiraillée entre son désir de maintenir la paix dans son nouveau mariage et son instinct protecteur envers son fils. Elle rationalisait le comportement d'Eugène comme des difficultés de croissance naturelle, se persuadant que sa jalousie provenait d'un amour sincère pour leur famille. Lorsque Tad lui confia son malaise, Shannon l'encouragea à se montrer plus compréhensif afin de donner à Eugène une chance de faire ses preuves en tant que figure paternelle. Les relations d'affaires d'Eugène commencèrent à refléter ses frustrations personnelles. Il se mit à rechercher des contrats militaires avec plus d'acharnement, non pas pour leur rentabilité, mais pour avoir l'opportunité d'interagir avec la communauté professionnelle de Warner. Il participait à des événements pour les vétérans, rejoignait des organisations qui le mettaient en contact avec des militaires d'active et cultivait des relations susceptibles de lui permettre d'obtenir des renseignements utiles sur le père biologique de son beau-fils. La pression psychologique sur Tad s'intensifiait de jour en jour. Eugène critiquait ses manières à table, ses notes, ses amis et son attitude. Chaque conversation se transformait en une subtile lutte de domination, Eugène usant de son autorité de chef de famille pour miner la confiance et l'indépendance du garçon. Tad commença à se replier sur lui-même, passant plus de temps dans sa chambre et attendant avec impatience ses week-ends avec Warner. Il tenta de protéger son père des tensions grandissantes à la maison, ne voulant pas aggraver les conflits entre ses parents. L'enfant de 10 ans portait des fardeaux qui auraient mis au défi des adultes, maintenant un équilibre délicat entre la loyauté envers son père et le désir de protéger le bonheur de sa mère. La situation atteignit son point de rupture un jeudi soir pluvieux lorsque Tad renversa accidentellement du jus de raisin sur le précieux tapis persan d'Eugène. Ce qui aurait dû être un accident domestique mineur devint un moment décisif qui allait changer le cours de leur vie. Le masque soigneusement entretenu d'Eugène finit par tomber complètement, révélant l'homme cruel et autoritaire qui s'était caché derrière un charme d'entraînement et une générosité calculée. Chapitre 3. Le point de rupture. L'appel arriva à 3h47. Heure de Coble. Warner était en pleine zone hostile, menant une mission de reconnaissance pour localiser une cible de grande valeur lorsque son téléphone satellite vibra contre sa poitrine. Le protocole imposait le silence radio pendant les opérations actives, mais l'insistance de l'appelant déclencha en lui une terreur glaciale qui n'avait rien à voir avec les forces ennemies encerclant leur position. Warner fit signe à son équipe de rester en position et se cacha avant de répondre. La voix à l'autre bout du fil était celle du docteur Grace Larson, de l'hôpital pour enfants de San Diego, et ces mots le frappèrent comme des éclats d'obus d'engins explosifs improvisés. « Monsieur Grimm, nous soignons votre fils pour un bras cassé et des brûlures secondaires au dos et aux épaules. Son état est stable, mais il vous réclame. » Le monde se rétrécit en une pointe de fureur si pure qu'elle menaçait de tout consumeur sur son passage. L'entraînement de Warner se déclencha automatiquement, sa voix restant ferme malgré la rage volcanique qui montait dans sa poitrine.
Que s'est-il passé? Il y a eu un incident à la maison. Son beau-père l'avait amené il y a environ 1 heure. Il a dit que le garçon était tombé dans les escaliers et avait accidentellement heurté un radiateur. Mais monsieur Grimm, la voix du docteur Larson se réduisit à un murmure. Je soigne des enfants maltraités depuis 15 ans. Ces blessures ne concordent pas avec l'histoire qu'on nous a racontée. En arrière-plan, Warner entendait la voix de son fils. Faible mais déterminé. Dites à mon père. Dites-lui que le nouveau mari de maman m'a fait ça. Dites-lui que c'est arrivé après que j'ai refusé de l'appeler, père. Le téléphone satellite tremblait sous la main de Warner. Son instinct lui criait d'abandonner la mission, de réquisitionner l'avion le plus proche et de traverser la moitié du monde pour rejoindre son fils. Mais Warner était avant tout un soldat, et les soldats accomplissaient leur mission même lorsque leur monde personnel s'effondrait. Le lieutenant-colonel Charlie Serre, commandant de Warner et ami de longue date, se matérialisa à ses côtés tel un fantôme dans l'obscurité précédant l'aube. Le vieil homme avait écouté le trafic radio et compris la situation sans avoir besoin d'explication. Warner leur dit doucement, votre mission est annulée. Le faucon furtif est à vous. En moins de 6 heures, Warner était en vol, traversant les continents à toute vitesse, son esprit calculant non pas des trajectoires de vol, mais une vengeance. La communauté des opérations spéciales prenait soin des siennes, et une attaque contre l'enfant d'un soldat était une attaque contre la confrérie tout entière. Sailor avait accéléré la permission d'urgence de Warner et lui avait donné accès à des ressources inaccessibles par les voies militaires habituelles. Durant le vol de 14 heures, Warner passa une série d'appels téléphoniques soigneusement cryptés. Il contacta le docteur Larson pour obtenir un rapport médical complet sur l'état de Tad. Il s'entretint avec l'inspecteur de police chargé de l'affaire et apprit que Jen avait monté une histoire compliquée sur l'accident du garçon et que Shannon soutenait la version de son mari. Plus important encore, il activa un réseau d'anciens membres des forces spéciales qui travaillaient désormais dans divers postes civils à San Diego. Lorsque l'avion de Warner atterrit à Lindbergh Field, il avait une vision complète de ce qui s'était passé en son absence. Les violences psychologiques infligées à Eugène s'étaient transformées en violences physiques lorsque THA avait finalement cédé aux exigences de son beau-père. Le garçon de 10 ans avait subi des semaines d'intimidation, de manipulation et de dégradation avant d'atteindre son point de rupture. L'incident déclencheur était à la fois simple et dévastateur. Eugène avait insisté pour que Tad commence à l'appeler « papa » devant la sœur de Shannon et sa famille, venue lui rendre visite. Face au refus silencieux mais ferme de Tad, Eugène explosa d'une rage qui couvait depuis des mois. Il saisit le garçon par le bras, le tordant jusqu'à ce que l'os se brise, puis le plaqua contre la plainte électrique jusqu'à ce que sa chemise prenne feu. Shannon, qui était à l'étage lors de l'agression, affirma ne pas avoir entendu le vacarme. Lorsqu'elle trouva Tad se tortillant sur le sol du salon, Eugène avait déjà inventé son histoire de chute dans les escaliers. Shannon, confrontée au choix entre protéger son fils et préserver son mariage, avait choisi de soutenir le mensonge de son mari. Warner arriva à l'hôpital et trouva Tad sous sédatif, mais éveillé. Son petit corps était éclipsé par le matériel médical entourant son lit. Le visage du garçon s'illumina en voyant son père et Warner dut lutter pour garder une expression calme et rassurante. « Je suis désolé, papa » murmura Tad à travers son brouillard d'analgésique. « J'ai essayé d'être fort comme tu me l'as appris, mais il n'arrêtait pas de pousser. » Warner s'agenouilla près du lit, prenant la main indemne de son fils entre les siennes. « Tu n'as rien à te reprocher, soldat. Tu t'es défendu et tu as dit la vérité quand il le fallait. Je suis fier de toi. Vas-tu le faire payer ?» La question de Tad était posée avec la franchise innocente que seuls les enfants possèdent. Warner regarda son fils dans les yeux. Des yeux qui exprimaient trop de douleur et de savoir pour un enfant de 10 ans et fit une promesse qui définirait le reste de sa vie. « Oui, mon fils. Je vais tous les faire payer. » Le docteur Larson fournit à Warner une documentation détaillée des blessures de Tad, y compris des photos qui entraient ses rêves pendant des années. Les brûlures étaient clairement intentionnelles. La fracture du bras présentait des signes de torsion plutôt que de traumatisme dû à un impact. Les preuves médicales dressaient le portrait d'une maltraitance délibérée et calculée. L'inspecteur Mario Walker, vétéran de 20 ans de la police de San Diego, rencontra Warner en privé pour discuter de l'affaire. Walker se montra compréhensif mais réaliste quant aux difficultés rencontrées. « Sans le témoignage de votre fils et des preuves tangibles, il sera difficile de faire tenir les accusations, expliqua Walker. Le beau-père a de l'argent pour s'offrir de bons avocats, et votre ex-femme soutient sa version.
Nous enquêterons minutieusement, mais je voulais que vous compreniez la situation. Warner hocha la tête, son expression ne trahissant rien. Inspecteur, je comprends les limites du système judiciaire. Parfois, la justice doit être rendue par d'autres voies. Walker examina attentivement le visage de Warner. Monsieur Grimm, j'espère que vous ne suggérez rien qui puisse compromettre cette enquête ou vous mettre en danger. Bien sûr que non, inspecteur. Je suis juste un père qui veut protéger son fils. Mais tandis que Warner prononçait ces mots, son esprit travaillait déjà sur les étapes préliminaires d'un plan bien plus complet et dévastateur que tout ce que la justice pouvait proposer. Eugène Swanson et Shannon avaient franchi une ligne irréductible, commis un acte qui exigeait une réponse proportionnelle au crime. Warner avait passé 20 ans à apprendre à faire la guerre aux ennemis de son pays. Il allait maintenant appliquer ces mêmes compétences aux ennemis de sa famille. Le jugement allait venir, et il serait sans appel. Chapitre 4. Collecte de renseignements. Warner Grimm comprenait qu'une guerre efficace exigeait des renseignements supérieurs. Au cours des 3 semaines suivantes, tandis que Tad se remettait de ses blessures sous la garde temporaire de Warner, son père mena la mission de reconnaissance la plus approfondie de sa carrière. Warner loua un modeste appartement près de l'hôpital où Tad recevait des soins de suivi, soi-disant pour être proche de son fils pendant sa convalescence. En réalité, l'endroit offrait des possibilités de surveillance idéales pour surveiller les activités commerciales d'Eugène et le quotidien de Shannon. Grâce à son réseau d'anciens collègues des opérations spéciales reconvertis dans le civil, Warner commença à constituer un dossier complet sur les 2 cibles. Maurice Bolton, ancien Navy SEAL devenu détective privé, fournit des documents financiers détaillés montrant que les pratiques commerciales d'Eugène frisaient la fraude, tout en restant techniquement légales. Eden May, spécialiste du renseignement militaire devenu consultant en cybersécurité, accéda à des communications numériques révélant la véritable chronologie de la liaison entre Shannon et Eugène. Les renseignements les plus préjudiciables provenaient d'une source inattendue. Carmela Escobar, une femme de ménage qui travaillait pour Eugène depuis 3 ans, avait contacté Warner par l'intermédiaire d'un contact commun. Carmela avait été témoin direct de l'incident et était prête à témoigner, à condition d'être protégée contre toute représaille. Sonore Eugène, a-t-elle déclaré à Warner lors d'une réunion clandestine dans un café du centre-ville. Il hurle sur le garçon quand Sonora Shannon n'est pas à la maison. Il l'insulte et dit que son vrai père est un tueur qui ne l'aime pas. La nuit de l'accident, j'étais dans la buanderie. J'ai tout entendu. Le témoignage de Carmela a fourni la pièce manquante de la stratégie juridique de Warner, mais surtout, il a révélé la torture psychologique subie par Tad au-delà de l'agression physique. Eugène avait systématiquement œuvré à détruire le lien du garçon avec son père, utilisant la culpabilité et le désir de stabilité de Shannon pour favoriser son comportement de plus en plus violent. Warner a également découvert que l'activité de sous-traitance d'Eugène reposait sur un système de raccourcis et de pots de vin qui avait jusqu'alors échappé au contrôle réglementaire. L'entreprise utilisait régulièrement des matériaux de qualité inférieure pour des projets gouvernementaux, gonflait les coûts par le biais de sous-traitants fictifs et entretenait des relations avec les autorités locales grâce à des pots de vin soigneusement dissimulés. La situation de Shannon était plus complexe. L'enquête de Warner a révélé une femme qui avait progressivement renoncé à ses valeurs morales en échange de sécurité financière et d'un statut social. Ses superviseurs infirmiers ont constaté une baisse de ses performances et de son dévouement après son remariage. D'anciens amis la décrivaient comme de plus en plus isolée, sur la défensive face au comportement de son nouveau mari et peu disposée à reconnaître les signes avant-coureurs évidents de la façon dont Eugène traitait Tad. L'audience pour la garde des enfants a permis à Warner de se confronter directement aux 2 cibles depuis l'hospitalisation de Tad. Eugène est arrivé avec une équipe juridique coûteuse et un héritier à la vertu blessée. Il s'est présenté comme un beau-père dévoué qui avait tout fait pour aider Tad à surmonter le traumatisme du divorce de ses parents. Shannon a témoigné vêtue de vêtements de marque et suffisamment maquillée pour dissimuler les rides de stress apparus autour de ses yeux. Son témoignage était un chef-d'œuvre de mémoire sélective et d'aveuglement volontaire. Elle a affirmé que Tad était sujet aux accidents, que sa relation avec Eugène s'améliorait et que le passé militaire de Warner le rendait inapte à la garde exclusive d'un enfant traumatisé. Weir est entraîné à tuer des gens, a témoigné Shannon, la voix tremblante d'émotion artificielle. Comment cela peut-il être le bon environnement pour le rétablissement de notre fils? L'avocat de Warner, Leonard Stanley, a systématiquement démonté leur récit inventé en utilisant les preuves rassemblées par Warner. Dossiers médicaux, témoignages et communications numériques dressaient un tableau clair de violences délibérées et de complots visant à dissimuler le crime. La juge, l'honorable Alice Best,
forte de 20 ans d'expérience au tribunal des affaires familiales, avait vu toutes les formes de manipulation familiale. Elle a étudié les preuves avec la minutie qu'elle méritait, posé des questions pointues qui ont visiblement mis Eugène mal à l'aise, et a finalement accordé à Warner la garde temporaire et complète du TAD, en attendant l'issue de l'enquête criminelle. Le masque d'Eugène tomba complètement à la lecture de la décision de la juge. Son visage se tordit de rage, et il murmura quelque chose à Shannon qui la fit reculer comme frappée. Warner enregistra cet instant, l'ajoutant à sa compréhension croissante de la véritable personnalité d'Eugène. À la sortie du tribunal, Eugène s'approcha de Warner avec l'assurance d'un homme convaincu que sa richesse et ses relations le rendaient intouchable. « Tu crois avoir gagné quelque chose, soldat ?» La voix d'Eugène était menaçante. « Ce n'est que le début. J'ai des ressources que tu ne peux imaginer, et je ne renonce pas à ce qui m'appartient. » Warner observa Eugène avec l'intérêt détaché d'un scientifique examinant un spécimen particulièrement venimeux. « Monsieur Swanson, je veux que vous compreniez bien une chose. La Grèce ne vous appartient pas, et Shannon non plus. Vous avez commis l'erreur de blesser mon fils, et maintenant vous allez apprendre ce que cela vous coûte vraiment. » Eugène rit, d'un rire dénué d'humour. « Que allez-vous faire? Me tuer? Vous n'êtes rien d'autre qu'un chien d'attaque du gouvernement qui a fait son temps. J'ai bâti un empire commercial pendant que vous jouiez à la guerre à l'étranger. J'ai des relations dans toute la ville et je sais comment détruire des hommes comme vous. » Le sourire de Warner était plus froid que le vent arctique. « Eugène, vous avez tout à fait raison. Je suis un chien d'attaque du gouvernement et j'ai passé les 20 dernières années à apprendre à traquer les hommes qui se croient intouchables. » Ce soir-là, Warner était assis avec Tad dans leur appartement temporaire, aidant le garçon dans ses exercices de kinésithérapie. Tad se rétablissait bien physiquement, mais les cicatrices émotionnelles mettraient beaucoup plus de temps à s'estomper. « Papa, que va-t-il arriver à Eugène et maman ?» demanda Tad dans un moment de silence. Warner réfléchit attentivement à sa réponse. « Ils vont assumer les conséquences de leur choix, fiston. Ta mère a choisi de protéger un homme qui t'a blessé au lieu de te protéger de lui. Ce n'est pas ce que font les bons parents. Aimes-tu toujours maman ?» La question transperça l'armure émotionnelle soigneusement entretenue de Warner. « J'aime la femme que j'ai épousée. Tad, mais cette femme a disparu il y a longtemps. La personne qui vit maintenant dans cette maison est quelqu'un que je ne reconnais pas. Vas-tu lui faire du mal ?» Warner serra son fils contre lui, conscient de la guérison de ses blessures. « Je vais m'assurer qu'il ne puisse plus jamais te faire de mal. Parfois, cela nécessite des actes qui semblent durs, mais la première responsabilité d'un père est de protéger ses enfants. » Cette nuit-là, après que Tad se soit endormi, Warner activa la phase finale de son opération de renseignement. Utilisant des compétences affinées dans les endroits les plus dangereux du monde, il s'introduisit clandestinement dans la maison d'Eugène. Alors que le couple assistait à un dîner de charité, ce qu'il découvrit dans le bureau d'Eugène dépassa ses espérances les plus sombres. Caché derrière un faux mur, Eugène conservait des archives détaillées de ses pratiques commerciales illégales. Des photographies documentaient son utilisation systématique du TAD. Et, plus accablant encore, une collection de photos similaires suggérant que le TAD n'était pas sa première victime. Warner photographia tout. Il a copié des fichiers numériques et installé des dispositifs de surveillance pour surveiller toutes les activités futures dans la maison. Il était de retour dans son appartement en moins de 2 heures, incognito et muni de preuves qui anéantiraient complètement Eugène et Shannon. Mais le plan de Warner allait bien au-delà de la simple justice. Eugène avait promis une guerre, et Warner comptait bien lui accorder exactement cela. Chapitre 5, les premiers coups. La campagne de Warner a débuté avec une précision chirurgicale, ciblant les piliers qui soutenaient la vie soigneusement construite d'Eugène. Tel un expert en démolition, il comprenait que pour abattre une structure, il fallait identifier et sectionner les bons éléments porteurs dans un ordre optimal. La première frappe a touché l'empire commercial d'Eugène. Warner a divulgué des preuves de pratiques frauduleuses à Gérard Oliver, journaliste d'investigation du San Diego Tribune spécialisé dans la dénonciation de la corruption dans les contrats gouvernementaux. La série d'articles d'Oliver a déclenché des enquêtes fédérales immédiates sur l'entreprise d'Eugène et plusieurs responsables gouvernementaux clés qui avaient approuvé ces contrats. En moins d'une semaine, Eugène s'est retrouvé confronté à des enquêtes du FBI, de l'IRS et du bureau de l'inspecteur général du ministère de la Défense. Ses relations soigneusement entretenues avec les politiciens locaux devinrent un handicap, alors qu'il s'efforçait de se distancier du scandale grandissant. Des contrats valant des millions de dollars furent gelés dans l'attente d'une enquête,
et les partenaires commerciaux d'Eugène commencèrent à chercher des stratégies de sortie. Shannon ressentit immédiatement la pression. Son adhésion au country club fut discrètement révoquée. Les invitations aux événements sociaux cessèrent d'affluer. Les femmes qui l'avaient accueilli dans le cercle d'Eugène devinrent soudainement indisponibles pour des déjeuners et des virées shopping. L'isolement fut progressif mais inexorable, destiné à faire comprendre à Shannon que son mariage était devenu un handicap plutôt qu'un atout. La deuxième action de Warner cibla les relations personnelles d'Eugène avec une précision chirurgicale. Utilisant les informations recueillies lors de sa surveillance, Warner commença à contacter les anciens associés, les ex-petites amies et les membres de la famille d'Eugène. Chaque conversation était soigneusement orchestrée pour semer le doute sur la personnalité d'Eugène, tout en semblant chercher des informations pour la protection de Tad. La stratégie s'avéra d'une efficacité redoutable. Le frère cadet d'Eugène, Oliver Swanson, auparavant son plus proche allié et partenaire commercial, commença à poser des questions gênantes sur les circonstances de l'affaire. Les blessures de Tad. L'ex-femme d'Eugène, Dion Humphrey, a raconté des histoires de violences psychologiques subies durant leur mariage, qui ont établi des parallèles troublants avec l'expérience de Tad. Le plus dommageable a été le contact de Warner avec Keisha Gonzalez, l'ancienne secrétaire d'Eugène, discrètement chassée de l'entreprise après avoir repoussé ses avances. Keisha a fourni des récits détaillés du comportement inapproprié d'Eugène envers les employés, de son tempérament explosif lorsqu'il était contesté et de son habitude d'utiliser les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Eugène a tenté de contre-attaquer en engageant des détectives privés pour enquêter sur le service militaire de Warner, espérant trouver des preuves de mauvaise conduite ou d'instabilité psychologique. Leur tentative a eu l'effet inverse lorsque les enquêteurs ont découvert le parcours exemplaire de Warner et ont commencé à s'interroger sur les raisons pour lesquelles leur client était si déterminé à détruire un ancien combattant décoré. La pression juridique s'est intensifiée lorsque l'inspecteur Walker, fort du témoignage de Carmela et des preuves fournies par Warner, a finalement arrêté Eugène pour maltraitance d'enfants et faux rapports de police. L'arrestation a eu lieu à le bureau d'Eugène lors d'une réunion cruciale avec des investisseurs potentiels, s'assurant une humiliation publique maximale. Les avocats onéreux d'Eugène réussirent à obtenir sa libération sous caution. Mais l'atteinte à sa réputation fut irréversible. Les médias locaux reprirent l'affaire et Eugène se retrouva présenté comme un riche entrepreneur qui profitait de sa position pour abuser d'un enfant sans défense pendant que le père de l'enfant servait son pays à l'étranger. La réaction de Shannon à la pression croissante révéla la personne qu'elle était véritablement devenue. Au lieu d'exprimer des remords pour son incapacité à protéger Tad, elle accusa Warner d'avoir détruit son mariage et sa stabilité. Elle l'accusa d'avoir orchestré une campagne vindicative visant à la punir d'avoir choisi le bonheur plutôt qu'une vie d'incertitude militaire. La confrontation eut lieu lors d'une audience de visite surveillée où Shannon cherchait à rétablir ses droits de garde. Elle arriva au tribunal avec l'équipe juridique d'Eugène, impeccable, mais le regard creusé par le stress et le ressentiment. « Tout est de sa faute », dit Shannon au juge, pointant Warner du doigt avec une fureur à peine contenue. « Il ne peut pas accepter ça. J'ai trouvé quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui pouvait m'apporter la stabilité qu'il n'avait jamais pu m'apporter. Il utilise notre fils comme une arme pour détruire ma vie. » Le juge Best observa Shannon avec le même détachement clinique. Elle risquait de présenter un élément de preuve particulièrement désagréable. « Madame Swanson, insinuez-vous sérieusement que votre ex-mari a forcé votre mari actuel à casser le bras de votre fils et à le brûler avec un radiateur d'appoint ?» Le sang-froid de Shannon se brisa visiblement. Fat et confus quant à ce qui s'est passé. Les enfants imaginent parfois des choses, surtout lorsqu'ils sont en colère à cause du divorce de leurs parents. Les preuves médicales sont très claires sur ce qui est arrivé à votre fils, répondit froidement le juge Best. Ce qui est moins clair, c'est pourquoi vous continuez à soutenir l'homme qui a causé ces blessures. Warner observa la performance de Shannon avec une compréhension croissante de la façon dont elle avait complètement renoncé à son instinct maternel pour préserver son statut social. Elle avait choisi son mari violent plutôt que son enfant blessé, et maintenant elle essayait de manipuler toutes les personnes impliquées pour maintenir ce choix. Le juge rejeta la requête de Shannon et prorogea indéfiniment la garde exclusive de Warner. Alors qu'il quittait le palais de justice, Eugène coinça Warner dans le parking, le visage en joue. Rouge de rage et de désespoir. « Tu te crois malin, n'est-ce pas ?» grogna Eugène. « Tu joues à tes petits jeux d'espion, tu montes tout le monde contre moi. Mais tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. J'ai détruit des hommes meilleurs que toi. » L'expression de Warner resta calme, presque compatissante. « Eugène, tu n'es pas un destructeur.
Tu es un prédateur habitué à chasser des proies sans défense. Le problème, c'est que je ne suis pas sans défense, et je ne suis certainement pas une proie. Est-ce une menace? Eugène s'approcha, essayant d'utiliser sa présence physique pour intimider Warner. C'est une promesse, répondit doucement Warner. Tu as blessé mon fils, et tu as convaincu mon ex-femme de t'aider à le dissimuler. Maintenant, vous allez tous les deux découvrir à quoi ressemble la vraie destruction. Eugène sortit son téléphone portable et commença à enregistrer. J'enregistre cette conversation. Tu viens de me menacer, soldat. Mes avocats vont s'en donner à cœur joie. Warner sourit sincèrement pour la première fois depuis des semaines. Eugène, tu peux enregistrer ce que tu veux. En fait, je t'encourage. Quand tout cela sera terminé, je veux qu'il y ait un compte rendu clair du nombre de chances que je t'ai donné de t'en aller. Ce soir-là, Warner fit le point sur ses progrès avec la satisfaction d'un général dont le coup d'envoi avait dépassé les attentes. Les affaires d'Eugène étaient en ruine. Son réseau social l'avait abandonné, et le système judiciaire se rapprochait lentement mais inexorablement de lui et de Shannon. Mais la campagne de Warner ne faisait que commencer. Jusqu'à présent, la frappe avait été conçue pour affaiblir la cible, pour priver Eugène de ses ressources et de son soutien. Le véritable châtiment était encore à venir, et il serait calibré pour correspondre précisément au niveau de souffrance enduré par Tad. Eugène avait voulu la guerre. Maintenant, il allait l'obtenir. Chapitre 6. Guerre psychologique. Warner comprenait que la plus grande faiblesse d'Eugène était son ego. Un homme qui se définissait par la domination et le contrôle pouvait être détruit par une répression systématique. Dépouillant Eugène de son sentiment de pouvoir, Warner a commencé à mettre en œuvre une campagne de pression psychologique visant à le pousser à commettre des actes de plus en plus désespérés et autodestructeurs. Le premier élément consistait à manipuler son environnement afin de créer un stress constant et de faible intensité. Warner a utilisé son réseau de surveillance pour surveiller ses routines quotidiennes, puis a introduit des perturbations subtiles, apparemment aléatoires, mais qui se sont accumulées pour former une frustration persistante. La commande de café du matin d'Eugène était mystérieusement indisponible à son café habituel. Sa place de parking habituelle était constamment occupée par différents véhicules. Ses restaurants préférés prétendaient avoir perdu ses réservations. Son parcours de golf a soudainement nécessité des formalités administratives supplémentaires pour le renouvellement de son abonnement. Chaque incident était mineur pris isolément, mais pris ensemble, ils ont créé une atmosphère d'imprévisibilité qui a commencé à éroder la confiance d'Eugène. Warner a intensifié la pression psychologique en ciblant le besoin de validation sociale d'Eugène. Par des canaux anonymes, il a commencé à répandre des rumeurs soigneusement élaborées sur les pratiques commerciales et le comportement personnel d'Eugène au sein de la communauté des entrepreneurs. Les histoires étaient toujours plausibles, souvent basées sur des faits réels, et conçues pour faire paraître Eugène instable et peu fiable. Les ragots. Le réseau social d'Eugène s'est révélé remarquablement efficace. Les histoires sur son tempérament explosif, sa façon de traiter les employés et ses difficultés financières se sont propagées dans les country clubs, les associations professionnelles et les réunions de quartier avec une efficacité virale. Eugène s'est retrouvé exclu des parties de poker, non invité aux événements de réseautage et traité avec une hostilité subtile par ceux qui avaient auparavant courtisé ses faveurs. Shannon est devenue une victime collatérale de la campagne psychologique de Warner. À mesure que le stress d'Eugène augmentait, son masque de charme tombait de plus en plus souvent à la maison. Il a commencé à traiter Shannon avec le même comportement autoritaire qu'à l'égard de Tad, critiquant son apparence, remettant en question ses activités et exigeant des explications pour des interactions innocentes avec d'autres personnes. L'isolement a affecté la santé mentale de Shannon. Ses superviseurs infirmiers ont constaté une baisse significative de ses performances et de son attitude. Elle a commencé à commettre des erreurs dans les soins aux patients, à manquer des gardes sans préavis et à manifester une irritabilité qui inquiétait ses collègues. Interrogé sur son comportement, Shannon a imputé le stress lié à la bataille pour la garde de sa fille et à la campagne vindicative de Warner contre sa famille. Warner a suivi la détérioration de l'état de Shannon avec un détachement clinique. Il n'en ressentait aucune satisfaction dans sa souffrance, mais il y voyait un élément nécessaire pour lui faire assumer les conséquences de ses choix. Elle avait privilégié son confort à la sécurité de son fils, et maintenant elle vivait l'instabilité qu'elle avait si désespérément tenté d'éviter. Le déclic survint lorsque la paranoïa d'Eugène atteignit son paroxysme. Convaincu que Warner orchestrait une opération de surveillance sophistiquée contre lui,
Eugène engagea une société de sécurité privée pour fouiller sa maison et son bureau à la recherche d'écouteurs. La perquisition révéla les micros que Warner avait installés lors de son entrée clandestine, confirmant les soupçons d'Eugène, mais apportant également la preuve de son instabilité croissante. La réaction d'Eugène fut exactement celle qu'avait anticipée Warner. Au lieu d'utiliser cette découverte de manière stratégique, Eugène confronta directement Warner lors d'une réception scolaire où Tad recevait un prix pour ses résultats scolaires malgré son récent traumatisme. « Je sais ce que tu fais, espèce de psychopathe », siffla Eugène en coinçant Warner près de la sortie de l'auditorium. Les micros, les rumeurs, le sabotage commercial. Tu te prends pour une sorte d'assassin ninja, mais tu n'es qu'un homme pathétique qui n'arrive pas à accepter que sa famille soit partie. Warner garda son calme tout en s'assurant que leur conversation soit visible par les autres parents et le personnel de l'école. Eugène, je suis là pour soutenir la réussite scolaire de mon fils. Je n'ai aucune idée de ce que tu racontes. Ne joue pas avec moi. La voix d'Eugène s'éleva brusquement, attirant les regards des familles voisines. J'ai des preuves de ton équipement de surveillance. Je vais te faire arrêter pour atteinte à la vie privée, harcèlement et filature. La voix apparut aux côtés de Warner, son jeune visage trahissant l'inquiétude face à la confrontation. « Papa, tout va bien ?» Warner posa une main protectrice sur l'épaule de son fils. « Tout va bien, soldat. Monsieur Swanson est juste contrarié par des problèmes professionnels qu'il rencontre. » Le visage d'Eugène se tordit de rage d'être renvoyé si négligemment. Espèce d'arrogant. Il se reprit avant de terminer son injure, conscient que des dizaines de personnes observaient maintenant l'échange. Eugène, dit Warner doucement, sa voix imprégnée d'autorité. Tu fais une scène à l'école de mon fils. Je vous suggère de partir avant de vous mettre davantage dans l'embarras. Le caractère public de l'explosion d'Eugène a accompli exactement ce que Warner espérait. Des vidéos de la confrontation ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux en quelques heures, montrant Eugène dérangé et agressif, tandis que Warner restait calme et protecteur envers son fils. L'incident est devenu un autre élément révélateur du récit croissant de l'instabilité d'Eugène. L'équipe juridique d'Eugène lui a conseillé d'éviter tout contact avec Warner, conscient que leur client était systématiquement provoqué à adopter un comportement autodestructeur. Mais l'ego d'Eugène ne lui permettait pas de paraître faible ou vaincu. Il a commencé à planifier sa propre contre-attaque, inconscient que chacun de ses gestes était surveillé et anticipé. La campagne psychologique a atteint son paroxysme lorsque Eugène a reçu à son bureau un colis contenant des photos de sa maison d'enfance dans l'Ohio. Les images montraient la modeste maison où il avait grandi, sa mère âgée travaillant dans son jardin, la famille de son frère dans un restaurant local. Le message était clair sans être explicite. Warner avait la capacité de contacter n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. La réponse d'Eugène a été rapide et prévisible. Il engagea des gardes du corps, installa des systèmes de sécurité performants et commença à exiger de plus en plus frénétiquement de la police qu'elle les protège des activités terroristes. Chaque escalade le faisait paraître plus paranoïaque et instable aux yeux des autorités et de ses derniers contacts sociaux. Shannon observait la détérioration de l'état de son mari avec une inquiétude croissante. L'homme charmant et sûr de lui qu'elle avait épousé était remplacé par quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Méfiante, colérique et de plus en plus autoritaire, elle commença à remettre en question la sagesse de ses choix. Mais l'orgueil et la peur d'admettre ses erreurs la maintenaient prisonnière d'un mariage qui devenait une prison. Warner observait la désintégration psychologique de ses cibles avec le professionnalisme détaché d'un chirurgien qui retire une tumeur maligne. Eugène et Shannon se détruisaient eux-mêmes par leur propre faiblesse morale et leur manque de jugement. Warner ne faisait qu'accélérer un processus amorcé au moment où ils avaient choisi de s'en prendre à son fils. La fin approchait et Warner était prêt à porter le coup fatal qui achèverait leur destruction. Chapitre 7. Le chasseur devient la proie. La paranoïa d'Eugène avait atteint des niveaux pathologiques, mais son évaluation de la menace n'avait pas entièrement tort. Warner orchestrait effectivement une vaste campagne contre lui, mais son ampleur et sa sophistication dépassaient même l'imagination débordante d'Eugène. Ce qu'Eugène percevait comme du harcèlement était en réalité la préparation minutieuse d'une attaque finale dévastatrice qui l'éliminerait définitivement de la menace. Le réseau de renseignement de Warner avait découvert le secret le mieux gardé d'Eugène, une série de maltraitances infantiles s'étalant sur plus d'une décennie. Soigneusement dissimulée par des manipulations juridiques et l'intimidation des victimes. La première épouse d'Eugène, Dion Humphrey, avait fui leur mariage après qu'il eut manifesté un intérêt inapproprié pour sa fille adolescente issue d'une précédente relation. La jeune fille, aujourd'hui âgée d'une vingtaine d'années,
n'avait jamais signalé les abus en raison des menaces et des manipulations, mais elle était prête à témoigner si elle bénéficiait d'une protection. Plus troublantes étaient les découvertes de Warner concernant les voyages d'affaires et les œuvres caritatives d'Eugène. Sous couvert de soutenir des programmes sportifs pour les jeunes, Eugène avait eu accès à des enfants vulnérables issus de familles à faible revenu. 3 familles avaient discrètement quitté San Diego après que leurs enfants aient montré des changements de comportement suite à leur interaction avec les programmes d'Eugène, mais aucune n'avait signalé les faits. Incidents par crainte de représailles ou par incrédulité. Warner a compilé les preuves avec une précision méthodique, construisant un dossier qui non seulement détruirait Eugène, mais garantirait qu'il soit traduit en justice pour des crimes bien plus graves que ceux qu'il avait infligés à Tad. Le défi consistait à présenter les informations de manière à déclencher une enquête en bonne et due forme sans révéler le rôle de Warner dans la collecte de renseignements. La solution est venue de la relation de Warner avec l'inspecteur Walker, de plus en plus frustré par les limites imposées à son enquête par l'équipe juridique et les relations politiques d'Eugène. Walker était un bon policier qui souhaitait sincèrement protéger les enfants, mais il manquait de ressources et d'autorité pour enquêter sur les abus plus généraux d'Eugène. Warner a fait en sorte que les preuves parviennent à Walker grâce à une série d'informations anonymes qui semblaient provenir de sources différentes. Un enseignant inquiet a signalé des interactions suspectes entre Eugène et des élèves. Un ancien employé a découvert des photos compromettantes en nettoyant d'anciens dossiers. Un travailleur social a relevé des tendances dans des rapports d'enquête qui semblaient auparavant sans rapport. Chaque élément de preuve a été soigneusement authentifié et documenté afin de répondre aux normes juridiques de recevabilité. La formation militaire de Warner en analyse de renseignements lui a permis de présenter les informations d'une manière qui lui a permis de constituer un dossier irréfutable tout en protégeant ses sources et ses méthodes. Le monde d'Eugène s'est effondré à une vitesse fulgurante. Le FBI a perquisitionné ses bureaux et son domicile, saisissant ordinateurs, documents financiers et effets personnels. Ses partenaires commerciaux ont officiellement mis fin à leur relation, refusant d'être associés au scandale grandissant. Son équipe juridique, consciente de la gravité des accusations susceptibles d'être portées, a commencé à négocier des accords de plaidoyer afin de minimiser leur propre exposition. Shannon s'est retrouvée piégée dans un cauchemar qu'elle avait elle-même créé. La vie confortable qu'elle avait privilégiée au détriment du bien-être de son fils s'évanouissait, la laissant isolée et potentiellement accusée de complicité de maltraitance infantile. Son permis d'exercer a été suspendu dans l'attente de l'enquête et ses rares amis restants ont commencé à l'éviter lorsque l'ampleur des crimes d'Eugène est devenue publique. Le point de rupture est survenu lorsque le thérapeute de Tad, le docteur Allen Barrett, a confirmé que le garçon était prêt à fournir un témoignage détaillé sur les abus dont il avait été victime. Tad avait suivi une thérapie pour l'aider à surmonter son traumatisme, et le docteur Barrett était convaincu que parler publiquement de son expérience serait à la fois thérapeutique et juridiquement utile. Préparait soigneusement son fils à l'épreuve qui l'attendait, lui expliquant l'importance de dire la vérité tout en le rassurant sur sa protection contre les représailles. Tad fit preuve d'un courage remarquable pour un enfant de 10 ans, comprenant que son témoignage pourrait aider d'autres enfants ayant subi des abus similaires. « Papa, est-ce que dire la vérité fera disparaître Eugène pour toujours ?» demanda Tad lors d'une de leurs séances de préparation. « Oui, mon fils. Eugène ne pourra plus jamais te faire de mal, ni à aucun autre enfant. » « Et maman ? Va-t-elle disparaître aussi ?» Warner peinait à répondre honnêtement sans nuire inutilement à la relation de Tad avec Shannon. « Ta mère a fait de très mauvais choix, Tad. Elle devra en assumer les conséquences, mais j'espère qu'elle finira par comprendre que protéger les enfants est plus important que se protéger elle-même. » Le dernier acte de désespoir d'Eugène révéla la profondeur de sa corruption morale. Menacé d'inévitables poursuites et d'emprisonnement, il tenta de fuir le pays avec Shannon, prévoyant de disparaître dans une juridiction non extraditionnelle où ses derniers avoirs étaient cachés sur des comptes offshore. Le réseau de surveillance de Warner a détecté le plan d'évasion avant même qu'il ne soit exécuté. Eugène avait acheté de faux documents pour lui et Shannon, réservé des vols pour Dubaï sous des noms d'emprunt et loué un yacht privé pour les emmener dans les eaux internationales. Le plan révélait des connexions criminelles sophistiquées qui ont ajouté une nouvelle dimension à l'enquête. La tentative d'évasion a eu lieu un mardi matin pluvieux sur un aérodrome privé près de San Diego. Eugène et Shannon sont arrivés dans des véhicules séparés, ignorant apparemment que des agents fédéraux surveillaient leurs déplacements. Warner s'est positionné de manière à pouvoir observer l'arrestation sans interférer avec les opérations des forces de l'ordre. L'attitude de Shannon pendant l'arrestation a révélé l'effondrement total de son auto-illusion. Elle a crié sur Eugène, l'accusant d'avoir détruit sa vie et de mentir sur sa capacité à la protéger des conséquences.
Elle a accusé Warner d'avoir orchestré leur chute, a affirmé avoir été manipulé et trompé tout au long de leur relation, et a supplié les agents de comprendre qu'elle était une victime plutôt qu'une complice. La réaction d'Eugène était caractéristique de sa personnalité narcissique. Il menaça de poursuites judiciaires les agents chargés de l'arrestation, invoqua l'immunité diplomatique grâce à de fictives relations d'affaires et tenta de se libérer de sa garde à vue grâce à des pots de vin. Son désespoir était palpable. Le masque de civilité finit par tomber, révélant le prédateur caché sous lui. Warner observa les arrestations avec une satisfaction sombre. Le système judiciaire fonctionnait enfin comme il le devait, protégeant les enfants innocents des prédateurs qui abusaient de leur position de confiance et d'autorité. Mais il savait que la justice, par les voies officielles, n'était qu'une partie du châtiment auquel Eugène allait être confronté. Sous la garde des marshals fédéraux, Eugène serait placé au sein d'une population carcérale comptant de nombreux pères de famille peu tolérants envers les agresseurs d'enfants. La nouvelle de ces crimes se répandrait rapidement dans le réseau carcéral, et son milieu aisé et privilégié ferait de lui une cible particulièrement tentante pour la justice pénitentiaire. Shannon serait accusée de complicité de maltraitance d'enfants et de complot visant à échapper aux poursuites, mais son rôle d'épouse manipulée pourrait lui valoir une réduction de peine. Plus important encore, elle devrait vivre avec la conscience d'avoir privilégié la sécurité financière à celle de son fils, une décision qui allait façonner le reste de sa vie. La procédure judiciaire durerait des mois, mais Warner était convaincu qu'Eugène et Shannon subiraient les conséquences de leur crime. Sa mission touchait à sa fin, mais une dernière étape restait à accomplir, permettre à Tad de guérir de son traumatisme et de construire un avenir libéré de l'ombre de leur trahison. Chapitre 8. Le châtiment. Le procès d'Eugène Swanson fit sensation dans les médias, attirant l'attention nationale sur le lien entre richesse, privilèges et maltraitance infantile. Warner observa les débats avec l'intérêt détaché d'un professionnel ayant mené à bien une mission complexe. Mais son objectif principal demeurait d'aider Tad à traverser la difficile épreuve du témoignage contre son ancien beau-père. Tad témoigna avec un sang-froid remarquable pour un enfant de 10 ans. Le docteur Barrett l'avait bien préparé, et la présence de Warner dans la salle d'audience lui offrait la sécurité nécessaire pour parler honnêtement de ses expériences. Le récit du garçon, victime de violences psychologiques systématiques, culminant en violences physiques, a ému aux larmes même les chroniqueurs judiciaires les plus expérimentés. Eugène m'a confié que mon vrai père ne m'aimait pas parce qu'il était toujours absent. Tad a témoigné d'une voix claire et posée. Il a dit que si j'étais un bon fils, je l'appellerais plutôt « père ». Quand j'ai refusé, il s'est mis en colère et m'a attrapé le bras. Je l'ai entendu craquer avant même de ressentir la douleur. L'équipe de défense d'Eugène a tenté de dépeindre Tad comme un enfant désorienté, influencé par le désir de vengeance de son père, mais les preuves médicales et les témoignages à l'appui ont rendu leur tâche impossible. Le récit détaillé de Carmela Escobar, témoin de ce dont elle avait été témoin, a dissipé tout doute quant à la culpabilité d'Eugène. Le procès séparé de Shannon s'est déroulé simultanément, et sa transformation, de la femme confiante que Warner avait épousée à l'accusé brisé risquant la prison, était totale. Son avocat a soutenu qu'elle avait été manipulée psychologiquement par Eugène, que son incapacité à protéger Tad résultait de la peur plutôt que de la malveillance. Warner n'a éprouvé aucune satisfaction à assister à la destruction judiciaire de Shannon. Elle avait été la femme qu'il aimait, la mère de son enfant, et sa disgrâce représentait autant un échec personnel qu'une victoire juridique. Mais la sécurité de Tad exigeait que Shannon assume les conséquences de ses choix, quels que soient les sentiments complexes de Warner concernant leur passé commun. Les preuves des abus plus généraux d'Eugène sont apparues au cours du procès, révélant un prédateur qui opérait en toute impunité depuis plus de 10 ans. De nombreuses victimes se sont manifestées, soutenues par des avocats et protégées par des décisions de justice, pour décrire leurs expériences face aux sévices et aux abus systématiques d'Eugène. Le docteur Mewix, psychologue judiciaire qui avait examiné Eugène, a témoigné de son trouble de la personnalité antisociale et du risque de récidive s'il était libéré. Son avis professionnel était qu'Eugène représentait une menace permanente pour les enfants et qu'il continuerait à commettre des infractions, quel que soit le traitement ou les conséquences. La condamnation d'Eugène pour tous les chefs d'accusation était inévitable, mais la phase de détermination de la peine a révélé la véritable ampleur de ces crimes. La juge Catherine Olsen, connue pour sa fermeté dans les affaires de maltraitance d'enfants, a prononcé une peine allant au-delà même des recommandations du parquet. Monsieur Swanson, vous avez trahi la confiance des enfants, des familles et des communautés de toute la région, a déclaré la juge Olsen, sa voix portant le poids d'une autorité morale absolue.
Vos crimes sont particulièrement odieux parce que vous avez utilisé votre position de richesse et de respectabilité pour accéder aux victimes vulnérables. Le tribunal vous condamne à 45 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. La réaction d'Eugène à la peine a révélé son véritable caractère une dernière fois. Et a fourni une fermeture pour ses victimes. J'espère qu'un jour Tad pourra me pardonner, mais je comprends s'il ne le peut jamais. Warner a ressenti un moment de reconnaissance en regardant la panne de Shannon. C'était la femme qu'il avait épousée, la personne capable d'une véritable émotion et d'une clarté morale. Mais des années d'autoréception et de compromis avaient enterré cette femme sous des couches de rationalisation et de cécité volontaire. La couverture médiatique des procès a apporté des conséquences inattendues pour Warner et Tad. Les organisations d'anciens combattants ont salué Warner comme un héros qui avait protégé son enfant et exposé un prédateur dangereux. Les groupes de défense des enfants ont utilisé leur histoire pour souligner l'importance de croire que les rapports des enfants d'abus. Les enquêtes des éditeurs sont arrivées en suggérant que Warner écrive un livre sur son expérience. Warner a dévié la majeure partie de l'attention, reconnaissant que la notoriété publique pourrait compromettre sa future carrière militaire et le rétablissement de Tad. Mais il a accepté de parler lors de quelques événements d'anciens combattants, soulignant l'importance de la fidélité familiale et l'obligation de protéger les personnes vulnérables contre les prédateurs. Le coût personnel de la campagne de Warner est devenu clair à la fin de la procédure judiciaire. Sa carrière militaire serait probablement affectée par la publicité et les méthodes qu'il avait utilisées pour recueillir des preuves. Sa relation avec Shannon a été détruite en permanence, éliminant toute possibilité de coopération coparent. Plus important encore, Tad grandirait en sachant que sa mère avait choisi son abuseur sur la sécurité de son enfant. Mais Warner a accepté ces coups comme prix nécessaire pour assurer la protection de Tad et assurer la justice aux victimes d'Eugène. Certaines guerres ne pouvaient être gagnées que par un engagement total, quelles que soient les conséquences personnelles. Le dernier acte de la campagne de Warner s'est produit non pas dans une salle d'audience, mais dans la prison fédérale où Eugène purgeait sa peine. Dans les 6 mois suivant son incarcération, Eugène a été retrouvée morte dans sa cellule, victime de ce que les responsables de la prison ont classé comme un suicide, mais les détenus ont compris comme justice rendue par les collègues qui méprisaient des enfants abuseurs d'enfants. Warner a reçu la nouvelle de la mort d'Eugène avec le même détachement émotionnel qu'il avait maintenu tout au long de l'épreuve. Il n'a ressenti aucune célébration ou regret, seulement la satisfaction de terminer une mission qui avait nécessité toutes les compétences qu'il avait développées pendant 20 ans de service militaire. Eugène Swanson avait disparu, ses victimes étaient en sécurité et Tad pourrait commencer à reconstruire sa vie sans crainte de représailles ou de maltraitance. La guerre était terminée et Warner avait remporté la victoire totale. Chapitre 9. Nouveau début. 2 ans après la mort d'Eugène et l'emprisonnement de Shannon, Warner se tenait dans la cuisine de sa nouvelle maison, préparant le petit déjeuner pendant que Tad terminait les devoirs à la table de la salle à manger. La routine domestique représentait une normale qui semblait impossible pendant les jours les plus sombres de leur épreuve. Mais le père et le fils avaient construit une vie ensemble qui honorait à la fois leur traumatisme commun et leur détermination à aller de l'avant. Tad était en plein essor sur le plan scolaire et social. Sa résilience naturelle s'est renforcée par la thérapie et le soutien indéfectible de son père. Le garçon avait cultivé 3 pouces et développé le port confiant de quelqu'un qui avait survécu à une véritable adversité et émergé plus fort. Sa relation avec le docteur Barrett a poursuivi, mais les séances sont passées du traitement des traumatismes aux problèmes normaux de développement des adolescents. Papa, mon professeur veut vous rencontrer au sujet du programme Doué. Cela a annoncé au-dessus de ses céréales. Elle pense que je devrais sauter la 7e année et aller directement au 8e. Warner a ressenti une vague de fierté mélangée à des inquiétudes concernant le développement accéléré de son fils. Qu'en pensez-vous, soldat? Êtes-vous prêt pour ce genre de défi? Tad a considéré la question de la prévenance qui était devenue caractéristique de sa personnalité. Je pense que je peux gérer les universitaires, mais je ne veux pas être le plus jeune enfant du lycée. Peut-être que nous pourrions essayer des cours avancés sans sauter toute la note. Warner a hoché la tête avec approbation. La capacité de Tad à analyser objectivement les situations et à exprimer ses préoccupations reflétait mûrement la sagesse qu'il avait acquise grâce à ses expériences. Le garçon a compris qu'être exceptionnel est venu avec des opportunités et des responsabilités. La propre vie de Warner avait pris des instructions inattendues depuis sa fin de sa campagne contre Eugène et Shannon. Sa carrière militaire avait en effet été affectée par la publicité entourant les procès, mais pas dans la façon dont il l'avait prévu. Au lieu d'une punition ou d'une retraite anticipée,
il avait été recruté dans une unité spécialisée qui a enquêté sur la maltraitance des enfants au sein des familles des militaires. La mission a permis à Warner d'utiliser sa combinaison unique de compétences d'investigation et d'expérience personnelle pour protéger les autres enfants des prédateurs qui ont exploité leur position d'autorité. Son taux de réussite dans l'exposition des abus et la garantie des condamnations a été reconnu dans tout le système de justice militaire. La libération de Shannon de prison était prévue pour l'année suivante, en supposant un bon comportement et une réussite des programmes de réadaptation. Cela avait reçu des lettres de sa mère exprimant des remords et demandant la permission de reconstruire leur relation. Mais le garçon est resté ambivalent quant au contact avec la femme qui n'avait pas réussi à le protéger lorsque la protection était le plus nécessaire. « Pensez-vous que je devrais voir maman quand elle sortira ?» demanda Tad lors d'une de leurs conversations régulières sur des sujets difficiles. Warner avait redouté cette question tout en s'y préparant simultanément. « C'est votre décision de prendre, fils. Votre mère a fait des choix terribles, mais elle est toujours votre mère. Si vous décidez que vous voulez la voir, je soutiendrai cela. Si vous décidez que vous n'êtes pas prêt, je soutiendrai cela aussi. Je ne suis plus en colère contre elle, dit Tad pensivement. Mais je ne fais pas confiance à son jugement sur les gens. Et si elle trouve un autre gène ? La question a révélé une compréhension sophistiquée de Tad de la nature humaine et de la dynamique des relations. Warner a reconnu que son fils avait développé des instincts protecteurs qui le serviraient bien tout au long de la vie, mais il s'inquiétait du cynisme qui pourrait résulter d'une telle exposition précoce à la trahison des adultes. La confiance est quelque chose qui doit être gagné lentement, a expliqué Warner. Si votre mère est sérieuse à faire amende honorable, elle comprendra que vous avez besoin de temps et de preuves qu'elle a changé. Le véritable changement prend des années, pas des mois. La relation de Warner avec la famille élargie avait également évolué. Ses parents, initialement confus par la complexité de la situation de la garde, étaient devenus des défenseurs féroces du bien-être de Tad une fois qu'ils ont compris toute la portée de ce qui s'était produit. Les parents de Shannon, dévastés par les choix et l'emprisonnement de leur fille, ont maintenu le contact avec Tad par des visites soigneusement supervisées que Warner a surveillées pour toute tentative de manipuler les émotions du garçon. La maison que Warner avait achetée était située dans un quartier avec d'excellentes écoles et la proximité des installations militaires. Mais plus important encore, il a fourni à Tad la stabilité et la sécurité après des années de bouleversement. Le garçon avait sa propre chambre décorée de récompenses académiques et de trophées sportifs qui reflétaient sa confiance et sa réussite croissante. Warner avait également commencé à sortir avec prudence et avec les connaissances et l'approbation de DHA. La sœur du détective Mario Walker, Lillian Walker, était une conseillère de lycée qui comprenait à la fois les défis de la monoparentalité et la complexité des antécédents de Tad. Leur relation progressait lentement, construite sur le respect mutuel et les valeurs partagées plutôt que sur la passion ou la commodité. « J'aime Miss Lillian », avait dit Tad à Warner après l'avoir rencontrée plusieurs fois. « Elle me traite comme une personne, pas comme une victime ou un prix à gagner. » Le commentaire a révélé que la capacité de Tad à reconnaître les relations authentiques par rapport à des relations manipulatrices, une compétence qui le protégerait des futurs prédateurs, mais pourrait également lui rendre difficile de faire confiance aux gens. Warner a accepté cela comme un compromis raisonnable compte tenu de leurs expériences. Le week-end, Warner et Tad ont souvent visité le cimetière militaire où le grand-père de Warner a été enterré. L'homme plus âgé avait été un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a enseigné à Warner le devoir, la loyauté et l'importance de protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger. Debout à côté de la tombe, Warner a réfléchi à la façon dont ces leçons avaient guidé sa campagne contre Jen et Shannon. Grand-père aurait été fier de la façon dont vous aviez tout géré, a déclaré Tad lors d'une de ses visites. Vous ne les avez pas laissés s'en tirer avec.